Je m'appelle Evelyn Harper, et le jour où j'ai regardé les policiers passer des menottes de métal froid au poignet de ma mère, alors que je remettais calmement au procureur un enregistreur vocal rempli de ces mensonges chuchotés, j'ai compris ce qu'était la justice. Avez-vous déjà dû devenir votre propre héros quand les personnes qui vous ont élevé ont tenté de vous détruire? Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, car cette histoire commence dans un cimetière où j'ai réalisé que j'étais complètement seul. C'était un jeudi matin gris, début octobre, alors que je me tenais devant la tombe de mon mari Daniel au cimetière d'Oakwood à Hartford, dans le Connecticut, et le vent semblait être la seule chose qui s'était déplacée pour moi. Le prêtre ferma doucement son livre. « Madame Harper, aimeriez-vous un moment seul ?» J'ai regardé autour de moi. Des rangées de chaises pliantes vides, aucun bruit de pas au loin, aucun retardataire se précipitant sur le chemin de gravier. « Oui, dis-je doucement. Je suppose que je le suis déjà. » Il hésita. « Êtes-vous sûr que votre famille n'est pas en route ?» Je resserrai mon manteau contre moi. Ils avaient dit qu'ils le seraient, mais ils n'étaient pas là. Les employés du cimetière se tenaient maladroitement près de leur camion. L'un d'eux s'éclaircit la gorge. « Madame, nous pouvons attendre encore un peu si vous le souhaitez. »« Non, chuchotai-je. C'est bon. Allez-y. » Le bruit de la terre frappant le cercueil de Daniel était sourd et définitif. Je gardai les yeux secs par pure obstination. Daniel avait l'habitude de se moquer de moi parce que je pleurais devant les publicités pour les assurances. Maintenant, je ne pouvais pas verser une seule larme lors de son enterrement. Quand le dernier coup de pelle fut donné, je sortis enfin mon téléphone et composai le numéro de ma mère. Elle répondit à la 4e sonnerie. « Evelyn. »« Maman, dis-je, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Où est tout le monde ?» Un silence, trop long. « C'est bon, ma chérie, » répondit-elle doucement, d'un ton presque répété. « Les gens font leur deuil à leur manière. »« Je suis à son enterrement, dis-je. C'est généralement là que le deuil se passe. »« Eh bien, soupira-t-elle doucement. Ton père ne se sent pas très bien, et il y travaille. Nous ne voulions pas t'envahir. »« M'envahir ? Il y a 20 chaises vides ici, dis-je en les fixant. Vous ne m'auriez pas envahi. » Un autre silence. « Tu as toujours été forte, Evelyn, » ajouta-t-elle. « Tu n'as pas besoin de spectacle. » Un spectacle. Mon mari depuis 11 ans était descendu dans la terre, et ma mère pensait que la présence des siens serait décorative. « D'accord, » murmurai-je. « C'est ma grande fille, » dit-elle rapidement. « Rentre chez toi, repose-toi. » Et elle raccrocha. La tonalité bourdonna à mon oreille plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Je restai là, fixant le nom de Daniel gravé dans le granit frais. « Je suppose qu'il n'y a que nous deux, » chuchotai-je à la pierre. Le vent se leva, soulevant les bords de mon écharpe noire. Je sentis quelque chose s'installer en moi, pas de la paix, pas encore. De la clarté. Daniel et moi étions inséparables depuis l'université. C'était le genre d'homme qui rendait un toast brûlé gastronomique simplement par son sourire en vous le tendant. Nous avions tout construit ensemble, notre petit cabinet de conseil, notre maison de ville, notre vie tranquille. Nous n'avions pas d'enfants, bien que nous ayons essayé. Ce deuil-là était privé le nôtre. Maintenant, il était parti après un anévrisme soudain qui ne m'avait laissé ni avertissement ni adieu, et ma famille ne s'était même pas déplacée. Je m'accroupis près de la tombe et pressai mes doigts gantés contre la terre froide. « Je suis désolé, » chuchotai-je. « Je ne sais pas ce que je suis censé faire sans toi. » Derrière moi, une portière de voiture claqua quelque part au loin. Pendant une seconde désespérée, j'ai cru qu'ils avaient peut-être changé d'avis, mais personne ne descendit le sentier. Je me levai lentement, brossant la terre de mes genoux. « Je vais trouver une solution, » dis-je à Daniel. « Je te le promets. » Alors que je retournais vers ma voiture, le gravier craquait trop fort sous mes talons. Le silence semblait délibéré, intentionnel. À mi-chemin du parking, mon téléphone vibra à nouveau. Un SMS de ma sœur, Lee, maman a dit que l'enterrement s'était bien passé. Appelle-nous plus tard. C'est bien passé. Comme s'il s'agissait d'un rendez-vous chez le dentiste. Je répondis, c'est fini. 3 points apparurent, puis disparurent. Aucune réponse. Je m'assis dans ma voiture et agrippai le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Quelque chose en moi se fissurait pas bruyamment, pas de façon spectaculaire,
juste tranquillement, comme la glace qui se fend sous la pression. En démarrant le moteur, je regardais une fois de plus les rangées de chaises vides se refléter dans mon rétroviseur. Et pour la première fois depuis la mort de Daniel, une question se forma clairement dans mon esprit, pourquoi n'était-il pas venu? Je ne savais pas encore que cet enterrement solitaire n'était que le début. Je quittais le cimetière sans me douter que les gens qui avaient séché les obsèques de mon mari prévoyaient déjà comment m'enterrer, moi, par la suite. Ce soir-là, à West Hartford, j'étais recroquevillé sur le bord du canapé bleu délavé de Mara Bennett, le seul endroit qui me semblait un tant soit peu sûr après avoir enterré mon mari seul. Mara était ma meilleure amie depuis la première année d'université, le genre de femme qui apporte toujours des collations supplémentaires dans son sac au cas où quelqu'un passerait une mauvaise journée. Quand elle a ouvert la porte de son appartement et vu mon visage, elle n'a pas posé de questions, elle m'a simplement attiré à l'intérieur. « Tu n'as pas à traverser ça seule », chuchota-t-elle dans mes cheveux. Et c'était tout. C'était la faille dans mon armure. J'ai craqué. J'étais là-bas toute seule, sangloté-je contre son épaule. Pas une seule personne n'est venue. Pas même mes parents. Mara se recula, les mains fermes sur mes bras. Qu'est-ce que tu veux dire par ils ne sont pas venus? Ils ont dit que les gens font leur deuil à leur manière. Ses yeux bruns s'assombrirent instantanément. Evelyn Harper, ce n'est pas du deuil. C'est de la cruauté. L'appartement sentait la camomille et les bougies à la vanille. Il y faisait chaud, trop chaud pour un mois d'octobre, mais je ne voulais pas que ce confort disparaisse. Elle me guida vers le canapé et m'enveloppa les épaules d'une couverture tricotée. Thé, annonça-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Fort, sucré, non négociable. Je réussis à esquisser un rire faible. Tu as toujours aimé donner des ordres. Seulement quand tu oublies que tu as le droit de t'effondrer. Elle revint avec 2 tasses et s'assit en tailleur en face de moi. Raconte-moi tout depuis le début. Alors je l'ai fait. Les chaises étaient vides, dis-je doucement. Toutes. Je n'arrêtais pas de croire que j'entendais une portière, mais ce n'était que le vent. La mâchoire de Mara se crispa. Tu les as appelés? Oui. Je fixai mon thé. Maman a dit que je n'avais pas besoin de spectacle. Mara eut un rictus de mépris. Un enterrement n'est pas un spectacle. C'est du respect. Le silence s'installa entre nous, lourd, mais pas hostile. Je pensais qu'ils s'en soucieraient, murmurai-je. Je pensais que perdre Daniel les adoucirait. Mara se pencha en avant et me serra la main. Ta famille a toujours été compliquée, mais là. C'est un autre niveau. J'acquiesçai lentement. Elle n'avait pas tort. Ma mère, Caroline Whitmore, avait toujours privilégié les apparences aux émotions. Mon père, Richard Whitmore, suivait son exemple comme une ombre suit un corps silencieux et sans poser de questions. Et ma jeune sœur, Lee, flottait partout où l'attention était la plus vive. Pourtant, je n'avais jamais imaginé cela. Mara pencha la tête. Est-ce qu'ils ont au moins pris des nouvelles après? Lee a envoyé un message. Maman a dit que l'enterrement s'était bien passé. Mara cligna des yeux, incrédule. C'est bien passé? C'était un détartrage dentaire? Je laissai échapper un petit rire brisé. C'était un son étranger dans ma gorge. Je n'arrête pas de me dire que je réagis peut-être de façon excessive, admis-je. Peut-être qu'il ne savait pas comment gérer ça. La voix de Mara se fit tranchante. Arrête. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas mélodramatique. Tu as enterré ton mari aujourd'hui, seul. Ce mot résonna à nouveau. Seul. Elle s'adoucit. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je ne veux pas retourner à la maison, confessai-je. Elle me semble vide. Alors tu restes ici, dit-elle immédiatement. Je ne veux pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas. Tu survis. Je regardais sa bibliothèque, la petite chouette en céramique que Daniel lui avait achetée autrefois pour plaisanter. Il avait dit qu'elle avait l'air de porter un jugement. Dieu, ce qu'il me manquait. Mara, dis-je doucement. Penses-tu que les gens montrent qui ils sont vraiment dans des moments comme celui-ci? Elle m'étudia attentivement. Oui. Et s'ils le font, alors tu dois les croire. Ces paroles s'ancrèrent profondément en moi. Pendant des années, j'avais excusé la distance de mes parents. Ils n'étaient pas affectueux, ils n'étaient pas expressifs, mais ils étaient ma famille.
Pourtant aujourd'hui, quand j'avais le plus besoin d'eux, ils avaient choisi l'absence. Mara se leva et me prit à nouveau dans ses bras. Écoute-moi, dit-elle fermement. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas égoïste. Et tu n'es pas seule pas tant que je respire. Ma gorge se serra à nouveau. Merci, chuchotai-je. Elle sourit doucement. Nous allons prendre les choses un jour après l'autre. Alors que j'étais allongé sur son canapé plus tard cette nuit-là, fixant le plafond éclairé par la douce lueur d'une lampe, je me repassais la voix de ma mère dans ma tête, tu n'as pas besoin de spectacle. Peut-être avait-elle raison sur un point. Je n'avais pas besoin de spectacle. J'avais besoin de la vérité. Et quelque chose dans mes tripes me disait que quoi qu'il se passait derrière le calme poli de mes parents, c'était bien plus grave que de simples condoléances manquées. Je fermais les yeux, laissant enfin l'épuisement m'emporter, sans savoir que le lendemain matin allait briser ma compréhension de l'héritage de Daniel et de ma place dans ma propre famille. Le lendemain matin, au centre-ville de Hartford, je suis entré dans le cabinet d'avocat Clemens Endro les yeux gonflés, vêtu d'un manteau noir, avec le calme engourdi de quelqu'un qui n'a plus de larmes. Le bureau n'était fait que de parois de verre et de sol en marbre poli trop propre pour le deuil. Une réceptionniste au chignon impeccable m'adressa un sourire compatissant. « Madame Harper ?»« Oui, Monsieur Clemens est prêt à vous recevoir. » Je la suivis dans un couloir qui sentait légèrement l'encaustique au citron. Daniel s'était toujours occupé de nos papiers juridiques. J'étais ici pour signer les autorisations de funérailles, les documents d'assurance, les formalités finales. Monsieur Thomas Clemens se leva quand j'entrai. Il avait une 60aine d'années, des cheveux argentés soigneusement coiffés en arrière, et des lunettes à monture métallique posées bas sur son nez. Daniel lui faisait entièrement confiance. « Evelyn, dit-il doucement en me tendant la main. Je suis vraiment désolé pour votre perte. » « Merci, répondis-je, prenant place en face de son large bureau en chêne. Il joignit les mains. « Je sais que c'est difficile, alors je vais rester clair et simple. J'apprécie cela. Nous avons d'abord passé en revue quelques formulaires de la paperasse standard. Ma signature me semblait étrangère, comme si la main de quelqu'un d'autre guidait le stylo. Puis il fit une pause. « Il y a quelque chose que vous devez voir, dit-il prudemment. » Mon estomac se noua. Quel genre de chose? Il tourna un dossier vers moi et l'ouvrit. Daniel a mis à jour son testament il y a 8 mois. Je m'en souviens. J'acquiesçai faiblement. Il avait dit que c'était juste par précaution. Monsieur Clemens ajusta ses lunettes. Il vous a tout laissé, Evelyn. Je clignai des yeux. Tout? Oui. Il tapota les documents. 3 appartements locatifs à New Haven, la propriété de bord de mer à Madison, et le cabinet de conseil, bien sûr. Je le regardais, attendant des éclaircissements. La maison de plage? Il acquiesça. Entièrement payé. Ce doit être une erreur, dis-je immédiatement. Daniel disait toujours que cette propriété était encore en cours d'examen d'investissement. Monsieur Clemens eut un petit sourire entendu. Daniel a finalisé l'achat pur et simple au printemps dernier. Mon cœur se mit à battre la chamade, pas de chagrin cette fois, mais de choc. Les appartements, chuchotai-je. Également à votre nom désormais. Ils génèrent des revenus réguliers depuis des années. Depuis des années? Ma voix monta légèrement. Je n'en savais rien. Il m'étudia attentivement. Daniel préférait gérer la croissance financière discrètement. Il voulait que vous soyez à l'abri. Complètement à l'abri. À l'abri. Le mot résonna étrangement. Je pensais que nous étions à l'aise, dis-je lentement. Mais c'est considérable. Oui, admit-il. Vous êtes désormais l'unique bénéficiaire et propriétaire d'actifs évalués à un peu plus de 4 millions de dollars. Le chiffre tomba comme un verre qui se brise. 4 millions. J'agrippai le bord du bureau. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Monsieur Clemens se rassiste doucement. Daniel était très clair sur une chose. Ma gorge se serra. Quoi? Il a dit, s'il m'arrive quoi que ce soit, je veux qu'Evelyn soit protégée de tout le monde. La pièce sembla rétrécir. De tout le monde, répétai-je. Il acquiesça. Ce sont ses mots exacts. Un frisson me parcourut l'échine, lent et délibéré. Qu'est-ce qu'il entendait par là, demandai-je.
Monsieur Clemens hésita juste assez longtemps pour m'inquiéter. Il n'a pas donné de détails, mais il a insisté sur des protections juridiques spécifiques. Pas d'accès conjoint, pas de fiduciaire secondaire, aucune autorité externe sur vos décisions. Autorité externe. La voix de ma mère me revint en mémoire depuis le cimetière, tu as toujours été forte, Evelyn. Forte. Protégée. Seule. Je n'en avais aucune idée, chuchotai-je. Monsieur Clemens fit glisser un autre papier vers moi. Vous devrez signer ici pour transférer officiellement l'autorité de gestion à votre nom. Je fixai la ligne où mon nom était imprimé, Evelyn Harper, unique bénéficiaire. Mes mains tremblaient légèrement pendant que je signais. Quand le stylo quitta la page, quelque chose changea en moi. Pas du soulagement, pas de la joie ou du pouvoir. Daniel ne m'avait pas seulement laissé de l'argent, il avait construit une forteresse autour de moi. Est-ce que tout est clair? Demanda doucement Monsieur Clemens. Oui, répondis-je, bien que mon esprit soit en ébullition. 4 millions de dollars, des immeubles de rapport, une maison de plage, et un mari qui s'était discrètement préparé à quelque chose que je ne comprenais pas encore. Alors que je rassemblais les documents dans mon sac, Monsieur Clemens ajouta une dernière phrase. Evelyn, si quiconque vous approche au sujet de décisions financières, je vous conseille vivement de me consulter d'abord. Pourquoi quelqu'un m'approcherait-il? Demandai-je. Il me lança un regard mesuré. Parce que des nouvelles comme celle-ci ne restent pas longtemps secrètes. À l'extérieur du bureau, le bruit de la ville semblait plus fort que d'habitude. Les voitures passaient, les gens se dépêchaient sur les trottoirs. Mon téléphone vibra dans ma main. Maman. Je fixai son nom sur l'écran, le poids de ma nouvelle réalité pesant lourdement sur ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Et je ne pouvais pas me défaire de l'impression que Daniel savait exactement de quoi il me protégeait. Ce soir-là, dans la maison coloniale de mes parents à West Hartford, je me tenais pieds nus dans le couloir sombre, ma valise toujours à la main, écoutant ma mère planifier ma chute. Je ne leur avais pas parlé de l'héritage, pas encore. Mais quelque chose dans la voix de ma mère au téléphone plutôt trop mielleuse, trop impatiente m'avait rendu inquiète. Viens rester avec nous quelque temps, avait-elle insisté. Tu ne devrais pas être seul dans cette grande maison. Cela semblait bienveillant, c'était stratégique. La porte d'entrée n'était pas verrouillée quand je suis arrivé vers minuit. La maison sentait le nettoyant au citron et le ragoût de bœuf, inchangé depuis mon enfance. Je me glissai à l'intérieur silencieusement, ne voulant réveiller personne. En passant devant la cuisine, j'entendis des voix basses, intenses. Je me figeai. Ma mère, Caroline Whitmore, se tenait près de l'évier, sa silhouette tranchante sous la lampe suspendue. Mon père, Richard, était assis à la table, les épaules voûtées. Une fois que le médecin l'aura déclaré inapte, nous prendrons le contrôle, chuchota ma mère. Mon sang ne fit qu'un tour. Elle ne saura pas ce qui lui arrive. Mon père s'éclaircit la gorge. Caroline, sommes-nous sûrs que c'est nécessaire? Bien sûr que c'est nécessaire, trancha-t-elle doucement. Daniel lui a tout laissé. Tout. Elle ne peut pas assumer une telle responsabilité dans son état. Mon cœur tambourina contre mes côtes. Comment savait-elle? Elle vient d'enterrer son mari, continua ma mère. Elle est fragile. L'instabilité émotionnelle est facile à documenter. Pourtant, marmonna mon père. L'affaire déclarée incapable. C'est temporaire, coupa-t-elle. Juste le temps pour nous d'intervenir en tant que tuteur. Tuteur. Le mot fut comme une lame glissant sous ma peau. Nous allons commencer doucement, ajouta calmement ma mère. Juste quelques sédatifs dans son thé assez pour qu'elle semble confuse lors de l'évaluation. Je m'arrêtai de respirer. La chaise de mon père craqua. Et le médecin? Il comprend déjà la situation. Le docteur Kessler nous est redevable. Mes doigts se serrèrent sur la poignée de ma valise jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal. Il n'était pas en deuil, il se préparait. Il se préparait à me dépouiller légalement de tout ce que Daniel m'avait laissé. Dire que, soupira ma mère d'un ton presque théâtral, Daniel croyait probablement qu'il la protégeait. Me protéger. L'ironie était étouffante. Mon père baissa encore la voix. Et si elle refuse de voir le médecin? Elle ne refusera pas, dit ma mère d'un ton assuré. J'insisterai.
Je dirais que je m'inquiète pour son état mental. Elle me fait confiance. Le couloir me parut soudain trop petit, trop étroit. J'étais à 6 mètres des gens qui m'avaient élevé, et ils parlaient comme des inconnus complotant une rachat d'entreprise sauf que l'entreprise, c'était moi. Je me forçais à reculer silencieusement, chaque pas délibéré. Mon pouls rugissait à mes oreilles, mais je n'osais pas laisser les lattes du plancher me trahir. Une fois arrivé à l'escalier, je me glissai à l'étage dans la chambre d'amis, fermant la porte sans un bruit. Mes mains tremblaient violemment maintenant. Sédatif. Incapable. Tutelle. Les mots de Daniel au bureau de l'avocat résonnaient dans mon esprit, je veux qu'Evelyn soit protégée de tout le monde. Il savait, ou du moins il soupçonnait. Je me laissai tomber sur le bord du lit, fixant le papier peint floral de mes étés d'enfance. Le chagrin que j'avais ressenti au cimetière était vif et creux, ceci était différent. C'était froid, calculé. Mes parents n'avaient pas seulement séché l'enterrement de Daniel, ils avaient déjà décidé que mon deuil était une opportunité. J'essuyais mes yeux secs et me forçais à respirer lentement. Ils me croyaient fragile. Ils me croyaient naïve. Ils croyaient que je leur faisais confiance. Un calme étrange commença à m'envahir, remplaçant la panique. S'ils voulaient une performance d'instabilité, je leur en donnerais peut-être une, mais selon mes conditions. Allongé sur l'oreiller, je fixais le plafond dans le noir, écoutant le murmure étouffé de leur voix en bas. J'étais venu ici chercher du réconfort, au lieu de cela, j'avais trouvé mon ennemi. Et cette fois, je n'allais pas rester seul à mon propre enterrement. Le lendemain soir, dans la salle à manger de mes parents, j'étais assise à la table en chêne poli où j'avais grandi, souriant poliment tout en calculant chaque bouchée que je prenais. Ma mère avait préparé un ragoût de bœuf, mon plat préféré d'enfance. Comme c'était, attentionné. « Mange, ma chérie », dit-elle chaleureusement en posant le bol devant moi. « Tu as à peine touché à ton déjeuner. » Je me forçais à rire un peu. Régime de deuil. Lee, ma sœur cadette, faisait tournoyer sa cuillère de façon dramatique. « Tu es pâle, Ève. Maman s'est tellement inquiétée pour toi. » Tellement inquiétée. Je remarquai quelque chose immédiatement. 3 plats de service trônaient au centre de la table, le ragoût, les carottes rôties, la purée. Mais à côté de mon assiette se trouvait une tasse de thé individuelle, déjà servie. Personne d'autre n'en avait. Je penchai légèrement la tête. « Pas de thé pour vous ? » « Oh, nous prendrons le nôtre plus tard, » répondit ma mère avec fluidité. Ce mélange aide contre le stress. Comme c'est pratique, murmurai-je. « Qu'est-ce que tu dis ? » demanda-t-elle, son sourire imperturbable. « Ça sent bon. » Mon père s'éclaircit la gorge, les yeux fixés sur son assiette. « Tu devrais te reposer davantage, Evelyn. »« J'ai bien dormi, » dis-je d'un ton léger. Lee se pencha en avant. « Maman a dit que tu étais distraite ces derniers temps. Que tu l'as appelée 2 fois pour la même chose. » Je regardai ma mère. Elle poussa un soupir compatissant. C'est compréhensible. Le traumatisme fait ça. Je ne me souviens pas avoir appelé 2 fois. C'est bien ce que je veux dire, dit-elle doucement. Le décor était posé, le récit était en marche. La veuve confuse. L'instable. Je pris la louche et me servis directement dans le plat de ragoût commun au lieu de toucher au bol placé devant moi. Le sourire de ma mère vacilla à peine. « Tu ne veux pas de celui-là » demanda-t-elle. « Je préfère me servir moi-même » répondis-je. « Ça m'aide à rester orienté. »« Orienté » répéta Lee avec un petit rire. « Tu n'es pas dans une zone de guerre. »« Non » dis-je calmement. « Juste prudente. » L'atmosphère changea. Mon père s'agita sur sa chaise. « Caroline, laisse-la manger comme elle veut. » Ma mère posa soudain sa main sur la mienne et la serra. « Ma chérie, nous sommes de ton côté. » Son contact me parut clinique. « Je sais » dis-je doucement. Elle fit glisser la tasse de thé vers moi. « Bois avant que ça ne refroidisse. » Je la regardai. La vapeur s'enroulait paresseusement. Daniel disait souvent que mon instinct était agaçant de précision. En cet instant, il hurlait. « Je vais le faire » répondis-je. Mais à la place, je levai mon verre d'eau et pris une gorgée. Lee commença à parler rapidement de la rupture d'un collègue trop rapidement. Son ton était excessivement enjoué, comme si elle avait répété sa normalité.
Maman, tu as pris ce rendez-vous, demanda-t-elle nonchalamment. Oui, répondit ma mère sans hésiter. Le docteur Kessler peut la voir vendredi matin. Mon pouls fit un bond. Oh, dis-je en gardant une voix légère. Pourquoi faire? Juste un bilan de santé, répondit ma mère. Après tout ce que tu as traversé. Comme c'est attentionné. Elle se rapprocha. Nous avons peur que tu prennes des décisions impulsives comme pour ton héritage. J'apprécie votre sollicitude, dis-je. Le thé restait intact. Les yeux de ma mère y revenaient sans cesse. Lee le remarqua. Sérieux, bois-le. Maman l'a fait spécialement pour toi. Je croisai son regard. Je n'ai pas soif. Silence. Mon père se leva brusquement. Je vais débarrasser. Le sourire de ma mère se crispa. Tu m'as toujours fait confiance, Evelyn. Cette phrase était un appât. C'est vrai, répondis-je prudemment. Elle m'étudia, cherchant des failles. À la place, je me concentrai sur les plats partagés, sur le fait que tout ce que je consommais avait été visible, commun, sûr. Le dîner se termina par une politesse forcée et des souhaits de bonne nuit creux. En me levant de table, je pris délibérément la tasse de thé intacte. Je ne voudrais pas gâcher ça, dis-je d'un ton léger. Les épaules de ma mère se relâchèrent d'un cran. En haut, dans la salle de bain des invités, je verrouillai doucement la porte. Puis je versai le thé directement dans le lavabo. Le liquide tourbillonna dans la bombe comme un secret. Je rinçai la tasse, la remplis d'eau tiède du robinet et redescendis. Je me sens déjà mieux, annonçai-je doucement. Le sourire de ma mère revint, victorieux. Mais alors que nos regards se croisaient, quelque chose d'indicible passa entre nous. Elle pensait que je sombrais, je savais qu'elle complotait. Et pour la première fois, je n'avais pas peur. J'observais. Le lendemain soir, dans le salon de mes parents, j'étais assise dans le fauteuil près de la fenêtre, faisant semblant de lire en attendant que la représentation commence. Fidèle au poste, ma mère entra en portant une tasse de porcelaine sur une soucoupe. « Je t'ai préparé un autre mélange, » dit-elle gentiment. « Ça aide à dormir. » Comme c'est attentionné, répondis-je en baissant mon livre. Elle me la tendit avec précaution, surveillant mes mains comme si elle pouvait me trahir. Mon père restait sur le pas de la porte. « Bois-le pendant que c'est chaud, » ajouta-t-il presque mécaniquement. Je portai la tasse à mes lèvres. Je fis une pause. Je souris. En fait, dis-je d'un ton léger, je devrais d'abord arroser cette fougère. Elle fait grise mine. Une grande fougère en pot trônait près de la télévision, avec une terre assez épaisse pour engloutir des secrets. Je m'approchai nonchalamment et inclinai la tasse comme si j'étais distraite. Le liquide disparut dans la terre. Quelle maladroite. Je ris doucement. Je suppose que la plante en avait plus besoin que moi. Les yeux de ma mère se plissèrent un instant. Tu n'as pas soif? Je suis épuisé, murmurai-je. Tout me semble flou. Ce mot resta suspendu magnifiquement dans l'air. Flou. Ma mère échangea un regard rapide avec mon père. Tu vois, chuchota-t-elle. Ça commence. Je fis semblant de ne pas entendre. Le lendemain matin, je lançai la phase 2. Je bougeais plus lentement que d'habitude, je laissais mes épaules s'affaisser, je me répétais au petit déjeuner. Est-ce que j'ai déjà demandé quel jour on est, marmonnai-je. La fourchette de lit s'arrêta en l'air. Oui. 2 fois. Oh, dis-je d'une voix faible. L'inquiétude de ma mère rayonnait comme un projecteur. Richard, on ne peut plus ignorer ça. Je suppose que non, soupira mon père. En milieu de matinée, nous étions dans la voiture en direction du cabinet du docteur Kessler. Le bâtiment était petit, en briques, discret et une médecine de famille, respectable. À l'intérieur, la salle d'attente sentait légèrement l'antiseptique et l'amande poivrée. Ma mère garda sa main sur mon genou tout le temps. Réponds honnêtement, c'est tout, chuchota-t-elle. Ne fais pas d'efforts inutiles. Je vais essayer, soufflai-je, écarquillant les yeux juste assez pour paraître incertaine. Le docteur Harold Kessler nous accueillit avec un sourire pincé. Il approchait de la soixantaine, arborait une moustache soignée et une alliance en or poli. « Evelyn, dit-il chaleureusement. J'ai été tellement désolé d'apprendre pour Daniel. » « Merci, »
répondis-je doucement. Il fit un geste vers la salle d'examen. Parlons en privé. Ma mère hésita. Nous préférerions rester. Le docteur Kessler ajusta ses lunettes. Procédure standard. À contre-cœur, ils sortirent. Une fois la porte fermée, son expression changea à professionnelle, scrutatrice. « Comment vous sentez-vous vraiment » demanda-t-il. Je laissai mes épaules retomber. « Fatigué » dis-je triste, mais lucide. Il m'observa attentivement. « Vos parents s'inquiètent d'une certaine confusion. »« Je suis en deuil » répondis-je fermement. « Ce n'est pas de la confusion. » Il testa ma mémoire, les dates, l'actualité et des tâches cognitives simples. Je répondis à chaque question calmement, avec précision. Son stylo s'arrêta. « Evelyn, dit-il prudemment. Vous ne présentez aucun signe de déficience cognitive. » Je m'en doutais. Il m'étudia un moment de plus, puis baissa la voix. « Êtes-vous en sécurité chez vous ?» La question tomba plus lourdement que tout le reste ce jour-là. « Oui, répondis-je après un temps. Pour l'instant. » Quand mes parents rentrèrent, les yeux de ma mère cherchèrent avidement son visage. « Alors » demanda-t-elle. Le docteur Kessler s'éclaircit la gorge. « Je ne vois aucune base médicale pour déclarer Evelyn mentalement inapte. » Silence. « Mais elle est distraite » insista ma mère. « Elle est en deuil » corrigea-t-il doucement. « Ce n'est pas de l'incompétence. » Lee s'agita, mal à l'aise. Mon père semblait soulagé ou étaient ceux de la déception? La contenance de ma mère se brisa juste une seconde. « Je vois » dit-elle sèchement. Je levai lentement les yeux. Je suppose que j'avais juste besoin de repos. Le docteur Kessler me lança un regard subtil, presque désolé. Alors que nous quittions le cabinet, ma mère marchait d'un pas vif, ses talons claquant sèchement sur le carrelage. Sur le parking, elle se tourna vers moi. « Tu nous as fait honte. » Je penchai la tête. « En étant en bonne santé ?» Son sourire revint, mais plus mince encore. « Ce n'est pas fini » dit-elle doucement. Je croisai son regard sans ciller. « Je sais. » Parce que le jeu avait officiellement commencé. Et cette fois, je n'étais pas la veuve fragile, j'étais celle qui imposait le rythme. Cette nuit-là, dans ma chambre d'enfant, je restais éveillé à fixer le plafond, écoutant le bourdonnement familier de la maison et réalisant qu'elle ne me semblait plus être un foyer. Ma mère avait été trop calme après le rendez-vous chez le médecin, trop posée. Cela m'effrayait plus que sa colère. À 1h17 du matin, je me glissai hors du lit. Le couloir était sombre, à l'exception de la faible lueur de la veilleuse près de l'escalier. Je bougeais lentement, pieds nus, évitant la 3e marche à partir du haut, celle qui craquait toujours. Dans ma paume se trouvait un minuscule enregistreur vocal numérique que Mara utilisait autrefois pour des interviews dans son travail de marketing. Elle me l'avait donné plus tôt dans la soirée quand je lui avais tout raconté. « S'il prépare quelque chose » m'avait-elle dit fermement en me le mettant dans la main, « obtiens une preuve. » Maintenant, mon pouls tambourinait à mes oreilles alors que je m'accroupissais devant la chambre de mes parents. Leur porte était fermée. Des murmures étouffés en provenaient. Je n'hésitais pas. Au lieu de cela, je me dirigeais vers la grille d'aération du couloir juste devant leur chambre, une vieille grille métallique reliée à leur conduit de chauffage. Le son y voyageait comme les commérages à l'église. Je dévissai la grille avec précaution, grimaçant au léger grincement du métal. À l'intérieur, je fixai l'enregistreur avec une bande d'adhésif double face, le pressant fermement contre la paroi du conduit. Mes mains étaient stables, cela me surprit. Une fois la grille remise en place, je remontai silencieusement. De retour au lit, j'expirai pour ce qui me sembla être la première fois de la nuit. S'ils voulaient jouer, ils allaient être servis. Le lendemain matin, je partis tôt sous prétexte d'avoir besoin d'air et je conduisis directement jusqu'à l'appartement de Mara. Dès qu'elle ouvrit la porte, je m'effondrai dans ses bras. « Ils n'en ont pas fini » chuchotai-je. « Je sais » dit-elle doucement en me guidant à l'intérieur. « Assieds-toi. » Son appartement me semblait un territoire neutre, sûr et chaleureux. Elle me tendit une tasse de café fort et sans détour. « Raconte-moi tout. » Je fis le récit du rendez-vous médical, de la fureur silencieuse de ma mère, de l'enregistreur désormais caché dans le conduit. Les yeux de Mara s'écarquillèrent. « Tu l'as vraiment fait ?» « Oui. »
Elle poussa un sifflement admiratif. Evelyn Harper, j'ai toujours su que tu avais du cran. Je ne me sens pas forte, admis-je. Je me sens traquée. Elle se pencha en avant. Tu n'es pas traquée. Tu es préparée. Ma voix se brisa. Ce sont mes parents, Mara. Qui fait ça à sa propre fille? Le genre de personne qui voit une opportunité au lieu du deuil, dit-elle sans détour. Les larmes coulèrent avant que je ne puisse les arrêter. Ils veulent me déclarer inapte. Ils veulent le contrôle sur tout ce que Daniel m'a laissé. La mâchoire de Mara se crispa. Alors nous allons faire en sorte que ça n'arrive jamais. Elle attrapa son téléphone. Mon frère travaille au bureau du procureur, dit-elle. Substitut du procureur. Si ce que tu dis est vrai, s'il complote pour te droguer et falsifier une évaluation médicale, c'est criminel. Le mot « criminel » résonna étrangement. Je ne veux pas qu'il soit arrêté, chuchotai-je machinalement. L'expression de Mara s'adoucit mais ne flancha pas. EV, ils étaient prêts à te sédater, à te dépouiller de tes droits. J'essuyai mon visage. Je sais. Elle me serra la main. Ne décidons rien pour l'instant. D'abord, nous obtenons la preuve. Une preuve solide. J'acquiesçai lentement. Une preuve. Pas une suspicion, pas un instinct. Une preuve matérielle. Mon téléphone vibra sur la table. Un SMS de ma mère, viens dîner à la maison. Nous devons parler. Mara haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-elle. Je fixai le message, sentant ce calme désormais familier s'installer dans ma poitrine. Je rentre, dis-je tranquillement. Et je vais écouter. Ce soir-là, je suis retourné à la maison avec un sourire poli et les yeux baissés. Ma mère m'accueillit à la porte avec une chaleur troublante. Te voilà enfin, dit-elle. Nous étions inquiets. Ne le soyez pas, répondis-je doucement. Mais en entrant, je jetai un bref regard vers la grille d'aération du couloir. L'enregistreur était toujours là, toujours en attente. Et pour la première fois depuis l'enterrement de Daniel, je ressentis quelque chose de plus fort que le chagrin, le sens de la stratégie. Cette nuit-là, dans ma chambre d'enfant, la porte verrouillée et les lumières éteintes, je me suis assise en tailleur sur le sol et j'ai appuyé sur lecture. Le petit voyant rouge de l'enregistreur clignota une fois. Un grésillement. Puis, la voix de ma mère claire, froide, concentrée. On ne lui en a pas donné assez la dernière fois, chuchota-t-elle. La prochaine fois, on double la dose. Mon estomac se retourna. Mon père répondit, la voix plus basse, inquiet. Tu es sûr que c'est sans danger? Elle ne se souviendra de rien, répliqua sèchement ma mère. Elle a déjà l'air épuisée. Si elle titube un peu pendant l'évaluation, c'est gagné. C'est gagné. Un bruit de papier. Et le docteur Kessler, demanda mon père. Un silence. Il est déjà d'accord, dit-elle. L'air quitta mes poumons dans une violente expiration. D'accord. Le médecin qui m'avait regardé dans les yeux pour me demander si j'étais en sécurité. Mes mains se mirent à trembler, mais je me forçai à continuer d'écouter. On ne peut pas précipiter les choses, marmonna mon père. Si elle se doute de quelque chose. Elle ne se doutera de rien, coupa ma mère. Elle est en deuil. Elle nous fait confiance. Encore ce mot confiance. Ma poitrine se serra si fort que j'ai cru m'évanouir. Je pressai ma main sur ma bouche pour ne pas émettre un son. Elle nous remerciera plus tard, ajouta doucement ma mère. Quand elle réalisera qu'elle ne pouvait pas gérer ça seule. L'enregistrement s'arrêta. Le silence envahit la pièce. Pendant un long moment, je restais simplement assise là, le cœur battant à tout rompre, fixant le mur comme s'il pouvait m'expliquer comment les gens qui m'avaient élevé étaient devenus cela. Puis je bougeai. Je copiai le fichier sur mon téléphone, sur un drive en ligne, sur une deuxième sauvegarde. Mes mouvements étaient mécaniques, précis. Il voulait le contrôle, je voulais une assurance. En 15 minutes, j'étais dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, traversant les rues calmes du Connecticut vers l'appartement de Mara. Elle ouvrit la porte avant même que je ne frappe. « Tu as entendu quelque chose ?» dit-elle immédiatement. J'acquiesçai et entrai sans dire un mot. Son frère, Daniel Ruiz, substitut du procureur, 34 ans, le regard vif et calme, était déjà assis à la table de la cuisine.
Mara avait dû l'appeler. Fais-le écouter, dit-il calmement. Je posai mon téléphone et appuyai sur lecture. La voix de ma mère remplit la pièce. Personne ne parla pendant l'écoute. Quand ce fut fini, Daniel se rassiste lentement sur sa chaise. C'est une association de malfaiteurs, dit-il. Le mot frappa plus fort que « criminel ». Il prévoit de vous droguer, continua-t-il d'un ton mesuré et précis. Et de falsifier des documents médicaux pour obtenir une tutelle. C'est grave. Et le médecin, demandai-je doucement. S'il participe sciemment, dit Daniel, c'est une fraude et un abus d'autorité. Mara me prit la main. On peut les arrêter. Daniel acquiesça une fois. Mais il nous faut une dernière chose. Mon estomac se noie. Quoi? Une preuve au moment même où ils agissent, dit-il. L'intention est puissante, mais les prendre en train d'administrer une substance ou d'essayer de signer les papiers, c'est ce qui verrouille le dossier. Alors, je les laisse essayer, demandai-je, la voix à peine assurée. Je ne vous recommande pas d'ingérer quoi que ce soit, répondit-il. Mais nous devons documenter la tentative de façon officielle. Mon pouls tambourina à nouveau, mais différemment cette fois. Pas de la panique, de la résolution. Ils vont réessayer bientôt, dis-je. Je le sens. Daniel me regarda droit dans les yeux. Alors, nous nous préparons. Mara me serra la main plus fort. Tu n'as pas à faire ça seule. Je repensais au cimetière, aux chaises vides, à la voix de ma mère chuchotant des dosages comme si elle ajustait une recette de cuisine. Non, dis-je doucement. C'est vrai. Daniel se leva. Quand il passe à l'action, appelez-moi immédiatement. Nous nous coordonnerons avec des officiers, mais cela doit se faire sur le moment où ils posent l'acte final de leur plan. Alors que je rentrais chez mes parents plus tard cette nuit-là, le ciel était d'un noir d'encre et sans fin. Ils me croyaient fragile. Ils me croyaient naïve. Ils croyaient qu'une seule dose les séparait de mon héritage. Je me garai dans l'allée et fixai les fenêtres sombres de la maison. À l'intérieur, ma mère dormait probablement paisiblement, confiante, certaine d'avoir le contrôle. Je glissai mon téléphone dans la poche de mon manteau, l'enregistrement sauvegardé à 3 endroits. Qu'ils essaient encore. Cette fois, je ne ferai pas que les écouter. Je serai prête. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis de mes parents, je me suis tenu devant le miroir et j'ai étudié mon reflet comme une actrice avant une première. C'était le moment où j'arrêtais de subir pour commencer à jouer. Les mots de Daniel Ruiz résonnaient dans ma tête, il nous faut une preuve au moment même où ils agissent. Si mes parents voulaient une démonstration d'instabilité, je leur en donnerais une assez convaincante pour les rendre confiants. Les gens confiants font des erreurs. Au petit déjeuner le lendemain matin, j'ai laissé ma cuillère glisser de mes doigts. Elle tinta bruyamment contre l'assiette. Oh, murmurai-je d'une voix faible. Je suis désolé. J'ai la tête qui tourne. Les yeux de ma mère s'éclairèrent instantanément. Richard, dit-elle doucement. Tu vois ce que je veux dire? Mon père acquiesça trop vite. Oui, je vois. Il m'observait avec un regard indéchiffrable, une curiosité nerveuse, peut-être. Je n'ai pas bien dormi, ajoutai-je, pressant mes doigts contre ma tempe. Tout me semble flou. Ma mère tendit le bras par-dessus la table et me serra le poignet. C'est bon, ma chérie. On va s'occuper de toi. S'occuper de moi. Je baissai les yeux. Je ne pense pas pouvoir gérer les finances en ce moment, chuchotai-je délibérément. Chaque fois que je regarde les papiers, ça me dépasse. Voilà, l'appât était mordu. Ma mère inspira lentement, cachant sa satisfaction sous une feinte inquiétude. C'est tout à fait compréhensible. Je ne me fais pas confiance pour prendre des décisions, continuai-je doucement. Mon père s'agita sur sa chaise. Il est peut-être temps d'envisager d'autres options. Oui, approuva ma mère. Une aide temporaire, juste le temps que tu sois stable. Je laissai une larme couler sur ma joue. Je ne veux pas faire de bêtises. Tu n'en feras pas, m'assura-t-elle d'une voix mielleuse. On va s'assurer de ça. Je m'excusai et montai à l'étage, verrouillant la porte derrière moi. Mes mains tremblaient pas de peur, mais d'adrénaline. Je sortis mon téléphone et envoyai un unique SMS à Daniel Ruiz, il bouge. Sa réponse arriva quelques secondes plus tard, n'ingérez rien si vous pouvez l'éviter.
Gagner du temps jusqu'à ce qu'il passe à l'acte. J'expirais lentement. On y était. Ce soir-là, ma mère insista pour préparer du thé à nouveau. Une autre tasse, le même sourire. Tu as besoin de repos, dit-elle en me la posant doucement entre les mains. Mon père se tenait derrière elle, silencieux mais vigilant. Lit flottait près de la porte. Tous les regards étaient fixés sur moi. Je levai la tasse. Mon cœur battait si fort que je me demandais s'il pouvait l'entendre. Bois, encouragea doucement ma mère. Je pris une petite gorgée. Amère. Pas normal. Mais j'avalai pas assez pour être sédaté, juste assez pour convaincre. En quelques minutes, je laissai mon corps s'affaisser. La pièce tangua parce que je l'avais décidé. Je ne me sens pas bien, chuchotai-je, laissant la tasse glisser de mes doigts. Elle se brisa sur le parquet. Ma mère m'attrapa par les épaules. Richard, maintenant. Mon père se saisit de son téléphone. Appelle le docteur Kesley, ordonna-t-elle. À travers mes paupières mi-closes, je les observais. Ce n'était pas de la panique, c'était une chorégraphie. Lee s'agenouilla près de moi. Eve, tu m'entends? Je laissai mes mots s'embrouiller. Tellement. Fatigué. Ma mère écarta tendrement une mèche de cheveux de mon visage. C'est bon, ma chérie. On va arranger ça. Arranger ça. Des bruits de pas, de l'urgence, du mouvement. La voix de mon père au téléphone, ça arrive. Elle décline rapidement. Je me concentrai pour respirer régulièrement, pour rester consciente, pour attendre. Parce qu'à l'extérieur de cette maison, des officiers se préparaient déjà. J'étais entré dans leur piège de mon plein gré. Nous allions maintenant voir sur qui il allait se refermer. Alors que ma mère me caressait les cheveux en murmurant des paroles rassurantes, je réalisais quelque chose de glaçant, elle croyait vraiment bien faire. Cela la rendait plus dangereuse, mais cela la rendait aussi imprudente. Et les gens imprudents laissent des preuves. Je laissai ma tête rouler sur le côté, les paupières tremblantes. Aidez-moi, soufflai-je. Je le fais, chuchota-t-elle en retour. Oui, elle le faisait mais pas de la façon dont elle le pensait. Et pour la première fois depuis la mort de Daniel, je ressentis quelque chose de plus fort que le chagrin, le contrôle. Ce soir-là, dans le salon de mes parents, j'étais à moitié affalé sur les coussins du canapé, forçant mon corps à paraître plus lourd qu'il ne l'était pendant que ma mère resserrait sa prise sur mes épaules. Elle s'éteint, dit mon père avec urgence dans son téléphone. On a besoin de vous maintenant. Le docteur Kesley arriva en moins de 20 minutes. Trop vite. Il entra avec une sacoche médicale en cuir et une expression soigneusement travaillée pour paraître inquiet. Evelyn, dit-il en s'agenouillant près de moi. Vous m'entendez? Je laissai mes paupières papillonner. Oui, murmurai-je faiblement. Ma mère se tenait derrière lui, une main pressée de façon théâtrale sur sa poitrine. Elle a bu le thé, et puis elle s'est effondrée. Effondrée. Quel mot pratique. Le docteur Kesley vérifia mon pouls, pointa une lampe stylo dans mes yeux, posa des questions d'orientation simples. En quelle année sommes-nous? Je fis une pause délibérée. 2026, chuchotai-je même si nous étions en 2026. Assez proche pour paraître faux. Ma mère eut une inspiration brusque. Vous voyez? Quel mois, insista-t-il. Mars, dis-je d'une voix faible. C'était octobre. Mon père faisait les 100 pas dans la pièce. Elle décline. Le docteur Kesley se rassiste sur ses talons, sortant un presse-papier de son sac. J'ai passé en revue les inquiétudes précédentes, dit-il calmement. Combinées à cet épisode aigu. Il ne finit pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Mon cœur tambourinait à mes oreilles alors que je le regardais commencer à remplir les documents. On y était, le certificat d'incapacité temporaire, une recommandation pour une tutelle financière supervisée. Ma mère s'agenouilla près de lui. Est-ce que c'est suffisant? Ça le sera, répondit-il à voix basse. Étant donné son deuil récent et sa confusion observable. Confusion observable. Je forçai ma tête à rouler à nouveau sur le côté. Maman, chuchotai-je faiblement. Je suis là, ma chérie, dit-elle en me caressant les cheveux. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre, apaisa-t-elle. On s'occupe de tout.
On s'occupe de tout. Le docteur Kessler signa le bas du formulaire d'un trait de plume ferme. Le bruit du stylo grattant le papier parut plus fort qu'un coup de tonnerre. Et alors, la porte d'entrée vola en éclats. Les mains en évidence. Le commandement résonna dans la maison comme un coup de feu. Ma mère eut un haut-le-cœur. Mon père se fit Jeannette. L'y hurla. 2 officiers en uniforme entrèrent les premiers, suivis de Daniel Ruiz en costume sombre, son badge clippé à la ceinture. Le docteur Kessler bondit sur ses pieds. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Daniel était calme mais tranchante. Docteur Harold Kessler, vous êtes en état d'arrestation en attendant une enquête pour complicité de fraude médicale. Ma mère se leva brusquement. C'est scandaleux. Caroline Whitmore, continua Daniel d'un ton égal. Vous et Richard Whitmore êtes en état d'arrestation pour tentative de tutelle illégale, complot en vue d'administrer des substances contrôlées sans consentement, et fraude. Le visage de mon père se vida de son sang. C'est un malentendu. Pas vraiment, répliqua Daniel. Un officier s'avança, guidant doucement mais fermement les mains de ma mère derrière son dos. Le clic des menottes résonna dans la pièce. Ma mère me fixa, les yeux flamboyants. Tu nous as piégés. Je me redressai lentement, toute trace de faiblesse ayant disparu de ma posture. Je me suis protégé, dis-je calmement. Le docteur Kessler bafouilla. Ce n'était pas censé se terminer ainsi, demanda Daniel avec froideur. Nous avons des enregistrements. Nous avons le thé. Et maintenant, nous avons un certificat frauduleux signé de votre main. Un technicien de la police scientifique s'avança pour placer soigneusement le presse-papier sous scellé. Lee se tenait près de l'escalier, pâle et tremblante. Maman? Mon père me regarda alors que les officiers lui attachaient les poignets. Evelyn, dis-leur que c'est une erreur. Je croisai son regard avec fermeté. Je vous ai demandé de m'aimer, dis-je doucement. Pas de me contrôler. La voix de ma mère monta dans les aigus, hystérique. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Vous avez séché l'enterrement de mon mari, coupai-je, ma voix calme et glaciale. Et ensuite, vous avez essayé de m'effacer. Le silence retomba. Seul le froissement des uniformes et le faible ronronnement du réfrigérateur remplissaient l'espace. Alors qu'on les dirigeait vers la porte, ma mère se tordit légèrement pour me regarder une dernière fois. Tu le regretteras. Je soutins son regard sans ciller. Non, dis-je doucement. Je ne crois pas. La porte se referma derrière eux. La maison semblait étrangement immobile. Daniel se rapprocha. Ça va? J'inspirai lentement. Oui. Et pour la première fois depuis l'enterrement de Daniel, je le pensais vraiment. Au centre du salon de mes parents, sous le même lustre qui avait éclairé chaque dîner de fête de mon enfance, je me tenais droite pendant que tout ce qu'ils avaient bâti sur des mensonges s'effondrait autour d'eux. C'est la voix de ma mère qui se brisa la première. Tu nous as tendu un piège, hurla-t-elle alors que l'officier la guidait vers la porte. Tu nous as humiliés. Daniel Ruiz ne haussa pas le ton, il n'en avait pas besoin. Nous avons des enregistrements de vous discutant des dosages, dit-il calmement. Nous avons la recommandation médicale altérée, préparée à l'avance. Et nous avons maintenant un certificat signé, délivré dans des circonstances frauduleuses. La contenance du docteur Kessler craqua complètement. Caroline m'avait dit qu'elle était instable. Je voulais juste aider. En fabriquant une incompétence, répliqua sèchement Daniel. Mon père se tourna vers moi une dernière fois. Son visage se crispa, non pas de remords mais d'incrédulité. Tu aurais pu nous parler. Je l'ai fait, répondis-je doucement. Au cimetière. Vous n'êtes pas venu. Cela le fit taire. Les talons de ma mère raclèrent le parquet alors qu'elle résistait légèrement. Nous protégions ce qui nous appartient. Je sentis quelque chose en moi se durcir définitivement. Je ne vous ai jamais appartenu, dis-je. Et lui non plus. Les officiers les emmenèrent dehors, vers les gyrophares rouges et bleus qui coloraient la rue de banlieue tranquille. Les rideaux bougeaient dans les maisons voisines, les murmures commenceraient dès le matin. Lee restait pétrifié près de l'escalier, les joues baignées de larmes. Je ne savais pas. Je la regardais. Je la regardais vraiment. Tu en savais assez, dis-je doucement. Sans cruauté, juste avec honnêteté.
Quand la porte d'entrée se referma enfin et que les sirènes s'estompèrent au loin, la maison sembla expirer. Daniel s'approcha. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Je regardais autour de moi les meubles familiers, les portraits de famille sur les murs, des versions souriantes de gens que je reconnaissais à peine désormais. J'ai peut-être perdu un mari, dis-je doucement, ressentant pleinement le poids de cette perte pour la première fois. Puis je redressai les épaules. Mais je ne me perdrai pas, moi. Et à cet instant, seul au milieu des décombres de leur contrôle, je compris quelque chose de puissant. Le chagrin ne m'avait pas brisé, il m'avait révélé. 2 semaines plus tard, j'étais pieds nus sur le pont de la maison de plage de Daniel à Madison, dans le Connecticut, regardant l'Atlantique rouler comme s'il avait tout le temps du monde. La procédure judiciaire s'était engagée rapidement, inculpation prononcée, licence médicale suspendue, date d'audience fixée. Je n'avais pas assisté à l'audience préliminaire, je n'avais pas besoin de les revoir si tôt. Au lieu de cela, j'avais fait mes cartons sans colère, sans drame, tranquillement. J'avais quitté la maison de mes parents avec une seule valise et aucun regret. Mara avait insisté pour m'aider à emménager dans la maison de plage. Ça, annonça-t-elle en transportant le dernier carton, c'est l'odeur de la liberté. Ça sent le sel et la peinture fraîche. Je ris doucement. La maison était plus petite que dans mes souvenirs, des volets blancs, de larges fenêtres face à l'océan. Daniel avait toujours dit que ce serait notre refuge pour un jour. Je suppose que ce jour est arrivé différemment de ce que nous avions prévu. Mara me tendit un verre de vin et le choqua contre le mien. Au nouveau départ. Et au coucher de soleil sur la mer, ajoutai-je. Nous sommes restés au garde-corps ensemble alors que le ciel devenait or, puis violet. Pour la première fois depuis le cimetière, le deuil semblait propre, au lieu d'être étouffant. Je repense à ce que ta mère a dit, murmura prudemment Mara. À propos de protéger ce qui lui appartenait. Je fixai l'horizon. Je n'ai jamais été une propriété, répondis-je. Et l'héritage de Daniel non plus. Elle sourit. Tu es différente, tu sais. Comment ça? Plus forte. Plus vive. Je laissai la brise soulever mes cheveux. Non, dis-je doucement. Juste éveillé. Cette nuit-là, seul dans la chambre principale surplombant l'eau, j'ai ouvert les fenêtres et laissé le bruit des vagues remplir le silence. La maison ne semblait pas vide, elle semblait méritée. J'ai parcouru chaque pièce lentement, touchant les murs, les comptoirs, les cadres de porte manquant dans quelque chose qui m'appartenait sans condition. Daniel m'avait protégé dans la vie. Mais dans la mort, il m'avait involontairement donné quelque chose d'encore plus grand, la preuve que je pouvais me protéger moi-même. En me glissant dans le lit, alors que la lune inondait le parquet, je chuchotai dans la pièce silencieuse, je suis toujours là. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne le chuchotais pas pour survivre. Je le chuchotais pour recommencer. 1 an plus tard, par une matinée ensoleillée de septembre sur le littoral du Connecticut, j'étais pieds nus dans le sable derrière le centre de ressources pour femmes de Madison, regardant 12 femmes s'entraîner à se libérer d'une saisie de poignet. Encore une fois, appelai-je doucement. Utilisez vos hanches. La puissance ne vient pas de la panique. Elle vient du levier. Elles rirent, essoufflées mais déterminées. Je n'étais pas une experte en arts martiaux, je n'étais pas avocate, mais au cours de l'année écoulée, j'étais devenue autre chose, consciente. Après les arrestations, l'affaire était allée vite. Les enregistrements ne mentent pas. Les traces écrites n'oublient pas. Le docteur Kessler avait perdu sa licence. Mes parents avaient accepté un accord de plaider coupable incluant une mise à l'épreuve, des amendes et une interdiction permanente de demander une quelconque tutelle à l'avenir. Lee avait déménagé dans un autre état. Nous échangeons de brefs SMS désormais imprudents, distants, polis. Certains ponts brûlent sans bruit, j'ai choisi de ne pas les reconstruire. À la place, j'ai construit autre chose. La maison de plage est devenue plus qu'un investissement de Daniel, elle est devenue mon ancrage. Les matinées commençaient par un café sur le pont, les après-midi par la gestion des appartements que Daniel m'avait laissés, les soirées par de longues promenades au bord de l'eau où je lui parlais plus avec chagrin, mais avec gratitude. Mara aimait plaisanter en disant que j'étais devenue une vraie fille de la côte. Mais la véritable transformation s'était produite quand une femme nommée Teresa s'était présentée au centre l'hiver dernier. Elle avait failli être placée sous tutelle financière par un ex-conjoint qui prétendait qu'elle était émotionnellement instable. La phrase m'avait frappé comme un sentiment de déjà-vu.
Je l'ai aidé à tout documenter. Je l'ai mise en contact avec Daniel Ruiz. Je me suis assise à ses côtés au tribunal. Quand le juge a rejeté la demande, Teresa m'a serré la main et a chuchoté « Vous m'avez sauvé ». Ce n'était pas vrai. J'avais simplement reconnu le mécanisme. Le bouche-à-oreille fit son œuvre discrètement. Bientôt, je faisais du bénévolat 2 fois par semaine, enseignant des techniques de base de défense personnelle mais, plus important encore, une sensibilisation juridique. Qu'est-ce qu'une tutelle ? Demandai-je au groupe. Comment documenter la coercition ? Quels sont vos droits ? Le cours d'aujourd'hui s'acheva sous les applaudissements et les visages rougis. Alors que les femmes ramassaient leurs sacs, l'une d'elles, jeune, peut-être 23 ans, s'attarda. Je ne pensais pas être assez forte, admit-elle doucement. Je souris. Tu n'as pas besoin d'une foule pour reprendre ton pouvoir, lui dis-je. Tu as juste besoin de clarté. La brise marine emporta mes mots, mais elle hocha la tête comme si elle allait s'y accrocher. Une fois que tout le monde fut parti, je descendis seul vers le rivage. Le soleil se reflétait sur l'eau en éclats d'or. Il y a un an, je me tenais près d'une tombe, pensant avoir tout perdu. Maintenant, je comprenais quelque chose de différent, la perte ne vous efface pas, elle vous révèle. Je m'accroupis, laissant les vagues couler sur mes doigts. J'ai tenu ma promesse, chuchotai-je à l'horizon. J'ai trouvé la solution. L'absence de Daniel ne ressemblait plus à une plaie ouverte, c'était une fondation. Alors que je remontais vers le centre, le sable chaud sous mes pieds, je jetai un regard vers la maison au loin. Ce n'était plus seulement une villa de bord de mer. C'était une preuve. La preuve que la dignité, lorsqu'elle est menacée, peut être défendue. La preuve que la trahison n'a pas le dernier mot. Et la preuve que même une veuve discrète peut devenir son propre protecteur. Si vous avez déjà dû tenir tête à quelqu'un qui vous sous-estimait, dites-moi, d'où regardez-vous ? Et quel a été le moment où vous avez décidé que c'était assez ? Parce que parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas la destruction, c'est de devenir intouchable.